Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Bonjour, qui peut encore croire à l'égalité parfaite homme-femme dans le monde ? En France, une femme, Elisabeth Borne, accède enfin à Matignon. 30 ans après Édith Cresson, le pays a applaudi. Mais comment a-t-elle été nommée ? Par le bon vouloir d'un homme, Emmanuel Macron. L'égalité sera parfaite le jour où une femme présidente voudra bien choisir un homme pour Matignon. En attendant, Erwan Brucker, journaliste politique à l'Express, nous dira si ce tandem mixte Élysée-Matignon a une chance d'obtenir une large majorité aux législatives. En France toujours, à Grenoble précisément, les femmes auront le droit de se baigner dans les piscines municipales en burkini. Et qui l'a décidé ? Un homme, le maire de la ville, Éric Piolle, qui est à l'extrême gauche, ce qu'un autre Éric Zemmour est à l'extrême droite. A-t-il sollicité l'avis des femmes de sa ville ? Non. Fathia Agag Boujalad, enseignante, essayiste, auteure du livre « Combattre le voilement », réagira. Recul de la laïcité au nord de la Méditerranée, résistance au sud de la Méditerranée. En Tunisie, par exemple, où les femmes sont pour beaucoup dans l'échec relatif de l'islamisme et dans l'ouverture au monde. Des centaines de pèlerins juifs ont pu ainsi se rendre mercredi à la synagogue de la Griba, sur l'île de Djerba. Rudy Saada était sur place, il nous racontera. Enfin, en Ukraine, des femmes et des jeunes filles sont violées par les soldats russes en toute impunité. Et qui le permet ? Un homme, Vladimir Poutine, entouré d'hommes, militaires, diplomates, espions, qui ne savent donner qu'une chose, la mort. Quand les femmes, elles, donnent la vie. Mais l'homme finit toujours par récolter ce qu'il sème. Nous en parlerons avec Patrick Martin-Genier, enseignant à Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Alléluia, fumée blanche cet après-midi au palais de l'Élysée. La France impatiente connaîtra enfin les membres du nouveau gouvernement de l'ère Macron, version 2. Il en aura fallu du temps depuis la réélection du président pour accoucher de cette nouvelle équipe, Églantine Delalleux. On sait très peu de choses, Paul, sur la composition du nouveau gouvernement, mais parmi les bruits de couloir, on parle de Marc Fesneau à l'agriculture, Roland Lescure au budget ou encore Yael Braun-Pivet aux Outre-mer. Damien Abad, ex-républicain, depuis hier, devrait aussi avoir un portefeuille, mais restons prudents, seule certitude, il y aura des surprises selon la Macronie. Mais Elisabeth Borne n'a pas attendu la formation du gouvernement pour donner le la. Elle a souhaité mettre l'accent sur l'égalité femmes-hommes, grande cause des 2 mandats d'Emmanuel Macron. Pour son premier déplacement en tant que première ministre, elle s'est rendue au Mureau dans les Yvelines pour y rencontrer des associations qui agissent en faveur de l'égalité des chances. Un déplacement en écho à son discours pendant la passation de pouvoir à l'hôtel de Matignon lundi soir. Alors, comme vous l'imaginez, je suis évidemment très émue ce soir et je ne peux pas m'empêcher d'avoir une pensée pour la première femme qui a occupé ces fonctions, Édith Cresson. Et peut-être je voudrais dédier cette nomination à toutes les petites filles en leur disant « Allez au bout de vos rêves ». Et rien ne doit freiner le combat pour la place des femmes dans notre société. Une petite vingtaine de ministres devraient donc être annoncés cet après-midi. Dans la foulée, les passations de pouvoir se feront dans chaque ministère. Après les législatives, une deuxième vague de nominations s'ensuivra à la lumière des résultats des élections. Merci Églantine. Bonjour Erwan Brucker. Bonjour. Merci d'être là avec nous sur RCJ. Je dis à nos auditeurs que vous êtes journaliste politique à l'Express. J'ai lu votre article avec votre consoeur Laureline Dupont et Éric Mandonnet dans l'Express, absolument passionnant. Alors, une première question. Merci. Simplement, pourquoi autant de temps pour la formation de ce gouvernement ? Alors, il y a plusieurs choses. Et évidemment, vous l'avez dit, composer un gouvernement, c'est extrêmement compliqué. Il y a plein de paramètres à prendre en compte. Évidemment, la parité homme-femme. Évidemment, dans le cas de la Macronie, la part de gens venant de la société civile, la part de politiques aguerris. Donc déjà, voilà, ça c'est assez classique dans la composition d'un gouvernement, c'est la complexité. Et puis, il ne faut pas se mentir, Emmanuel Macron aussi a pris du temps. Il en profite déjà parce que on voit à gauche la NUPES a quelques problèmes, parfois programmatiques. En tout cas, Emmanuel Macron laisse le temps à tous ses adversaires soit de se déchirer, de se diviser, de se mettre en place. Et puis, Emmanuel Macron aussi, il a cette petite idée de faire nommer son gouvernement le plus tard possible pour éviter aussi qu'il y ait des boulettes, des petits couacs. Et on le voit bientôt, les ministres à peine nommés auront leur devoir de réserve pour les législatives. Donc ça empêche quelques accusations, quelques critiques de la part des oppositions. Alors vos indiscrets et Express, est-ce que vous avez quelques infos à nous donner ?
Sur la composition du gouvernement, vous voulez Oui, dire? oui, bien sûr. Bah, écoutez, on a quelques noms qui semblent sortir. On pourrait avoir un Clément Beaune au budget, on pourrait avoir une Olivia Grégoire au porte-parole du gouvernement, et surtout Gérald Darmanin et Bruno Le Maire qui, a priori, resteraient, mais vous savez, rien n'est sûr et personne n'en sait vraiment quelque chose. Alors, en imitant le jeu pour enfants, vous savez, 1, 2, 3, soleil, on va faire ça avec Macron. 1, 2, 3, la gauche. 1, Édouard Philippe, droite. 2, Castex, droite. Et 3, Elisabeth Borne, gauche. Pourquoi cette évolution, à votre avis? Bon, alors déjà, il faut dire qu'on en a beaucoup parlé, nous, les journalistes politiques, mais Catherine Vautrin, qui vient de la droite, était quand même pas très très loin d'avoir Matignon également. Euh, Avoir une première ministre de gauche, c'était aussi la volonté d'un certain nombre de personnes dans l'entourage d'Emmanuel Macron, parce qu'effectivement, en 2017, il fallait ouvrir vers la droite. Maintenant, en 2022, surtout vu les résultats des élections présidentielles avec une gauche assez forte derrière Jean-Luc Mélenchon, et puisque LR a déjà été pas mal, disons, attaqué par Emmanuel Macron, il y avait une volonté effectivement d'ouvrir à gauche et notamment aussi avec cette idée qu'a eu Emmanuel Macron à Marseille d'avoir une première ministre pour le coup aussi chargée de la transition écologique. Et donc le profil qui cochait un petit peu toutes les cases, même si j'aime pas cette expression-là, est probablement Elisabeth Borne, qui effectivement vient de la gauche, mais elle n'a jamais été très militante, ni au PS, ni dans sa vie en général. Alors, dans l'article que Donc, j'évoquais tout à l'heure, vous n'êtes pas tendre, il a choisi Alain Juppé avec une perruque. c'est ce que disent des proches Oui, enfin, c'est vrai, exactement. Vous d'Emmanuel Macron. rapportez une confidence, absolument. Exactement, de gens qui ont bien connu Emmanuel Macron. Ce qu'on disait dans cet article-là, c'est que Emmanuel Macron, comme d'ailleurs Alexis Kohler, sont des gens qui, en tout cas, n'aiment pas l'altérité, l'extravagance chez les personnes avec qui elles travaillent au quotidien. Et donc, effectivement, Elisabeth Borne, on le sait, c'est une main de fer. Plusieurs personnes qui ont travaillé avec elle par le passé le disent. Elle n'est pas ce qu'on pourrait dire une personnalité politique extravagante. Et en plus, elle ne prend pas spécialement la lumière, ce qu'Emmanuel Macron ne veut pas d'ailleurs chez son Premier ministre. Donc, c'est un peu le profil qu'on attendait, c'est le profil qu'on a eu. Donc, vous suggérez que Emmanuel Macron veut la lumière pour lui tout seul. Et d'ailleurs, le jour de la nomination d'Elisabeth Borne, on a été surpris par ce tweet d'Emmanuel Macron qui indiquait en quelque sorte la feuille de route. On avait beaucoup reproché à Nicolas Sarkozy d'avoir qualifié François Fillon, Premier ministre, de collaborateur. On n'en est pas loin. C'est vrai. On n'en est pas loin. Alors la feuille de route qu'Emmanuel Macron a inscrite dans son tweet est une feuille de route quand même très globale et qui rappelle globalement aussi ce qu'il avait dit pendant sa campagne. Effectivement, Emmanuel Macron a toujours nommé des collaborateurs. Édouard Philippe, avant de prendre la lumière et de devenir l'animal politique qu'on connaît aujourd'hui, avait aussi ce profil de collaborateur. D'ailleurs, quand les rumeurs, disons, se multipliaient, on parlait aussi beaucoup de Christine Lagarde et plusieurs ministres, dont un très important du gouvernement, disaient ce n'est pas possible puisque Christine Lagarde est devenue un petit peu une icône après le FMI et au poste qu'elle a aujourd'hui à la Banque Centrale Européenne. Et il nous disait Emmanuel Macron n'aime pas les icônes et n'aime pas avoir une icône à côté de lui à Matignon. Et on voit que le Vous êtes en schéma train de se dire qu'il ne s'aime reproduit pas avec Elisabeth lui-même? Borne. Qu'il ne s'aimerait pas lui-même? En tout cas, il n'aimerait. Non, Non, je plaisante. je dis J'ai qu'il bien n'aimerait compris pas ce que vous avoir, avez dit. je dis qu'il n'aimerait pas avoir de la concurrence, en tout cas, et on l'a vu avec Édouard Philippe. Dès que les courbes de popularité se sont croisées, et puis surtout se sont éloignées en faveur d'Édouard Philippe, eh bien, il a été sorti. Alors, ce qui est intéressant, c'est le contraste entre le côté laborieux de la formation de ce gouvernement cette semaine et la rapidité avec laquelle la gauche unie, NUP c'est absolument ridicule, mais bon, on va dire NUP, je ne sais plus, ou NUPES, a accouché d'un accord de programme, avec évidemment le chef désigné, Jean-Luc Mélenchon. Est-ce que cette gauche unie, d'accord sur le programme avec quelques nuances de flou, comme elle dit elle-même, est-ce qu'elle peut être un danger pour Emmanuel Macron et sa première ministre? Bon, alors déjà, il faut dire que c'est un programme qui est largement inspiré par le programme de la France Insoumise, enfin de Tout l'Union à fait, populaire. Et absolument. effectivement, euh,
Ils ont pris le soin quand même d'être aussi très délicats dans le choix des mots, dans la sémantique, pour ne brusquer personne. Secondo, je réponds à votre question. Moi, je ne pense pas que la NUPES, la NUPS, on dit comme on veut, puisse avoir une majorité. Et compte tenu du mode de scrutin, je pense que c'est très compliqué. Et de ce point de vue-là, Emmanuel Macron et Elisabeth Borne n'ont pas vraiment de risque, ne sont pas en danger pour avoir une majorité dans quelques semaines. En revanche, cette grande coalition de gauche pourrait avoir quand même de très bons résultats. On peut parler, je sais pas, moi un député macroniste me disait, ça peut aller jusqu'à 110, 120 députés. Et imaginons que ce soit la première force d'opposition à l'Assemblée, ça peut être en tout cas un peu plus difficile pour la prochaine majorité d'Emmanuel Macron. Alors, si l'on suit votre logique, est-ce qu'on pourrait penser que, bon, il s'agit quand même d'une voie royale pour Emmanuel Macron, un deuxième quinquennat tranquille, ou est-ce qu'il pourrait se trouver dans la situation de Jacques Chirac, que vous vous souvenez sans doute, en 95, on pensait qu'il allait avoir un septennat vraiment très tranquille, et puis 2 ans plus tard, dissolution de l'Assemblée et victoire de la gauche. Est-ce qu'il pourrait y avoir des surprises de la sorte au cours de ce second quinquennat? Ça, on peut pas savoir. Ce qui est sûr, c'est que même pendant l'élection présidentielle et dans l'entre-deux tours, les macronistes considéraient que grosso modo ils avaient gagné, mais que le plus dur était à venir. Et on sait à quel point le pays est tendu. On sait à quel point les questions de pouvoir d'achat sont compliquées en ce moment avec les répercussions de la guerre en Ukraine. Et malgré le temps qu'a mis Emmanuel Macron à faire son gouvernement, on pourrait dire que d'ailleurs c'est un peu trop tardif. Tout son entourage sait à quel point les temps vont être compliqués à venir. Donc voilà, la difficulté pourrait être là, et moi je pense que les difficultés elles peuvent arriver aussi dans sa propre majorité, puisqu'Emmanuel Macron ne peut pas se présenter en 2027, vous le savez bien, et que la course de petits chevaux va commencer, et on ne sait pas si dans 2 ans ou 3 ans, les députés du MoDem seront aussi dociles. On ne sait pas si les députés d'Édouard Philippe seront aussi dociles. Et peut-être que dans la majorité, voilà, la course va commencer. C'est peut-être de là que viendra les soucis pour Emmanuel Macron, en dehors effectivement de la situation du pays. Donc, ironie du sort, Emmanuel Macron pourrait avoir ses frondeurs comme François Hollande les avait eus, et Dieu sait si ces frondeurs ont déstabilisé François Hollande au point de le faire renoncer à une deuxième candidature. Alors bien sûr, ça on ne peut pas l'assurer, et d'ailleurs Emmanuel Macron, comme la plupart des gens qui l'entourent et qui viennent du PS, ont été traumatisés par la façon dont s'est passée la fin du quinquennat Hollande, et ça on le sait bien, et Emmanuel Macron va tout faire pour éviter qu'il y ait des frondeurs dans sa majorité et éviter qu'il y ait disons de l'électricité et des soucis même qui viennent de l'intérieur. En revanche, on ne peut pas exclure que ça puisse se passer, puisqu'en politique, on connaît le poids des ambitions des uns et des autres, et on verra d'ici 2 ans et demi, 3 ans, comment ça peut se passer. En quelques secondes, pour terminer cet entretien très intéressant, est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron tiendra sa promesse quand il a dit « j'ai changé », j'ai compris les attentes du pays, et est-ce que le choix justement d'Elisabeth Borne indique que le curseur va vraiment bouger en direction d'une politique plus sociale ou un peu plus à gauche ou moins à droite? Écoutez, déjà, le signal que donne la nomination d'Elisabeth Borne à Matignon, c'est quand même une forme de continuité. On n'est pas dans la rupture, on n'est pas dans la disruption macroniste qui est censée être l'ADN de ce camp-là. Donc de ce point de vue-là, Elisabeth Borne, non, on ne peut pas considérer que c'est le signal d'un Emmanuel Macron qui aurait complètement changé. En revanche, on peut lui laisser le bénéfice du doute. On verra les réformes et les mesures qui seront prises dans les mois qui viennent. Normalement, il y aura le package pouvoir d'achat, comme on dit, pour répondre aux soucis et aux répercussions de la guerre en Ukraine. Après, Emmanuel Macron sera contraint, à mon avis, de changer surtout son mode de gouvernance. Il a tellement dit pendant la campagne qu'il aurait un changement de méthode beaucoup plus en collaboration, en co-construction avec les élus et même les citoyens français en règle générale, qu'à mon avis, ne pourra pas faire l'impasse là-dessus, sinon beaucoup de gens vont le lui rappeler. Merci beaucoup, Erwan Brucker, pour à la fois ces informations et cette analyse que vous nous proposez de la situation politique. Paul Amar, en toute liberté, sur RCJ. Vladimir Poutine pensait terrasser l'Ukraine et éliminer son président Zelensky. L'Ukraine est toujours debout et son chef plus vivant que jamais.
Vladimir Poutine espérait terroriser la Finlande et la Suède et les pousser à être encore plus neutres. Les deux pays ont souhaité adhérer à l'OTAN. Le maître du Kremlin découvre ainsi les limites de son pouvoir militaire et politique, malgré la reddition des soldats ukrainiens de Mariupol, Lou Cohen. 1730 militaires se sont rendus aux forces de l'ordre russes depuis lundi. 800 combattants seraient toujours retranchés dans les souterrains, mais le sort réservé aux évacués n'est pas encore connu. Ils seraient envoyés de force dans des camps en Russie ou en territoire pro-russe. Pour Kiev, ils reviendront dans le cadre d'un échange de prisonniers, mais certains responsables russes ont affirmé qu'ils pourraient être jugés, voire exécutés. Et les forces russes continuent toujours leur pression dans le Donbass et Lugansk, dans l'est du pays. Pour Volodymyr Zelensky, le président ukrainien, cette région a été transformée en enfer. Hier encore, des bombardements russes ont fait au moins 12 morts et 40 blessés à Severodonetsk. Mais vous l'avez dit, Paul, l'Ukraine résiste toujours et il tient à le dire au monde entier. Il s'est exprimé lors de l'ouverture du Festival de Cannes mardi. Une intervention surprise. L'ancien acteur a cherché à mobiliser le monde du cinéma auquel il appartenait en s'appuyant sur le 7e art. Il a convoqué l'esprit de Charlie Chaplin pour faire face au dictateur Poutine, faisant référence à son célèbre film. Par ailleurs, Zelensky continue de solliciter l'aide internationale. Emmanuel Macron a promis à son homologue d'intensifier les livraisons d'armes. Ils se sont entretenus encore une fois mardi. Du côté des États-Unis, le Congrès a débloqué hier une gigantesque enveloppe de 40 milliards de dollars pour l'Ukraine. Une nouvelle illustration du soutien indéfectible promis par Joe Biden. L'aide américaine doit notamment permettre à l'Ukraine de s'équiper en blindés et de renforcer sa défense anti-aérienne. Et les États-Unis, toujours eux, soutiennent bien la Finlande et la Suède dans leur décision d'adhérer à l'OTAN. Effectivement, Joe Biden a accueilli à bras ouverts la première ministre suédoise et le président finlandais. Il estime que les deux pays scandinaves remplissent les critères pour entrer dans l'alliance. Le président américain s'est montré enthousiaste et assure qu'ils ont le soutien des États-Unis. La Finlande et la Suède ont soumis ensemble leur candidature mercredi. Et enfin, dans un autre registre, le premier procès pour crime de guerre s'est ouvert mercredi en Ukraine. Le verdict, le 23 mai prochain. Et le tribunal de Kiev a déjà requis la perpétuité contre le sergent russe. Vadim Tchytchymarin, âgé de seulement 21 ans, est accusé d'avoir tué un civil ukrainien de 62 ans sans armes à Kharkiv. L'accusé a reconnu les faits et a demandé pardon à la veuve de la victime. Merci Lou et bonjour Patrick Martin-Genier, merci d'être là, de merci revenir à vous. sur RCJ. Vous êtes, je le rappelle, nos auditeurs enseignants en Sciences Po, spécialiste des questions européennes et internationales. Est-ce que l'adhésion à l'OTAN de la Finlande et la Suède, c'est vraiment un coup dur pour Poutine c'est exactement ce qu'il souhaitait éviter? Oui, absolument. C'est d'abord une révolution géopolitique, géostratégique. Rappelez-vous le terme finlandisation qui consistait pour la Finlande à ne dire et à ne faire rien qui puisse irriter le grand voisin soviétique puis russe, notamment Vladimir Poutine. C'est donc véritablement une révolution. Et le résultat auquel nous parvenons aujourd'hui est exactement l'inverse de ce qui était recherché au début de la guerre ou même avant la guerre. Il s'agissait d'affaiblir l'OTAN, de retirer des troupes, de redessiner l'architecture de la sécurité internationale. De fait, en effet, on redessine l'architecture de la sécurité internationale, mais en renforçant considérablement l'OTAN. Et vous avez eu raison de rappeler ce terme finlandisation, ce qui veut dire que cette adhésion de la Finlande et ce souhait d'adhérer à l'OTAN révèle quand même une grande inquiétude dans ces deux pays. Ils ont vraiment peur de la Russie, quoi. Oui, ils ont, disons qu'ils avaient fait contre mauvaise fortune bon cœur pendant un certain nombre d'années. Et aujourd'hui, on a bien vu que Vladimir Poutine était dans une sorte... Enfin, c'était un régime dictatorial qui voulait faire de l'impérialisme, récupérer tous ces États glacis de l'ancienne Union soviétique. Il ne reculait devant rien. À la veille d'envahir l'Ukraine, il disait qu'il ne souhaitait pas envahir l'Ukraine. Donc, on voit bien que c'est un dictateur sans foi, sans scrupules, et qu'il est capable, effectivement, de faire une action éventuellement contre la Finlande. Ah, ça veut dire que quand il promet, il annonce des représailles, vous prenez ça au sérieux? Alors, des représailles, comment? Bien évidemment que Vladimir Poutine l'a dit récemment, que cela ne changerait rien. Vous aurez remarqué que Sergueï Lavrov, son ministre des Affaires étrangères, a des propos toujours plus durs que lui, et ils ont promis des représailles. Et je ne pense pas me tromper en pouvant dire que la première ministre suédoise et la première ministre et le président finlandais ont dit récemment que ce n'est pas parce que ces deux pays intégreraient l'OTAN qu'on masserait ipso facto des troupes américaines sur le territoire. C'est juste. Alors, l'état de l'armée russe, il y a eu la reddition de ces soldats de Mariupol, mais c'est presque un leurre parce qu'on dit qu'ils ont résisté pour permettre en fait
aux troupes ukrainiennes de reprendre Kharkiv et pour fixer en quelque sorte les troupes russes du côté de Mariupol. Oui, c'est vrai que Mariupol, c'est une catastrophe, on l'a bien vu, avec l'histoire d'Azovstal. C'est plus de 2000 prisonniers qui ont été rendus aux Russes. Vous venez de dire en effet qu'on ne sait pas quel sera le sort de ces prisonniers. Est-ce que les conventions de Genève sur la guerre, sur les prisonniers de guerre seront respectées? Je n'en suis pas certain. Mais ce qui est terrible, Lou Cohen a rappelé qu'il pourrait être exécuté. Oui, mais on n'aura jamais vu ça, enfin, sauf autant peut-être des Japonais lors de la Seconde Guerre mondiale. Oui, mais rien n'empêche Poutine de faire ce qu'il veut. Depuis le début de la guerre, il dit des choses, il fait exactement le contraire de ce qu'il dit. Rappelez-vous ces fameux couloirs humanitaires. Des civils, soi-disant, ont été évacués. Qu'est-ce qu'on a fait de ces civils? On les a évacués dans les territoires russes occupés, de facto. On a même évacué 300 enfants à Vladivostok, tenez-vous, à 9000 km. Et il y a effectivement énormément d'Ukrainiens qui passent par des camps dits de transit où on leur fait un véritable lavage de cerveau pour voir s'ils ont encore la culture ukrainienne. Donc c'est terrible ce qui se passe. Et pourquoi les résistants d'Azovstal ne voulaient pas se rendre? Il y avait une raison très claire. Premièrement, c'était le symbole de la résistance. Mais deuxièmement, manifestement, ils avaient peur d'être exécutés à la sortie. Alors on a une opération de communication des Russes qui disent, regardez, nous traitons correctement ces prisonniers. Mais une fois partis, on ne sait pas où ils sont. Ils sont dans des camps et là, on ne peut répondre de rien. Alors, il y a de nombreux experts ukrainiens, mais aussi internationaux, qui disent aujourd'hui une victoire ukrainienne est possible. Moi, oui. Est-ce que c'est uniquement de la communication de guerre ou est-ce qu'il y a une justification des raisons de le penser? La communication fait toujours partie de la guerre, on l'a bien vu avec Volodymyr Zelensky, qui est un des meilleurs communicants que j'ai jamais vu sur le plan politique. Il communique tous les jours, c'est extraordinaire. Et donc, il s'est même adressé au concours Eurovision de la chanson. Il est quand même communicant, c'est de façon très très importante. Alors, est-ce qu'une victoire en Ukraine est possible? Moi, j'en suis persuadé. J'ai toujours pensé qu'abord, avec cette formidable capacité de résistance, à supposer même que Mariupol tombe, on dit que Mariupol va tomber, eh bien, on n'a toujours pas vu que les Russes avaient pris la totalité du contrôle du Donbass quand même. Au début, ils en contrôlaient 30 à 40%, on dit que maintenant, ils sont montés à 70%, mais on a bien vu qu'à Kharkiv, eh bien, les Russes étaient partis. On a vu aussi qu'à Izium, il y avait une offensive des Ukrainiens, et donc, effectivement, aujourd'hui, même dans le Donbass, qui est l'objectif sur lequel s'est réduit Vladimir Poutine, eh bien, on ne peut pas dire aujourd'hui qu'ils aient pris tout le Donbass, et en d'autres termes, on ne peut pas dire qu'il y a une victoire des Russes. La victoire, évidemment, des Ukrainiens, ce sera quelque chose au long cours, mais moi, j'y crois personnellement. Alors, c'est, à votre avis, cette victoire possible, on la devrait à quoi et à qui? Alors, au mental des Ukrainiens, qui est extraordinaire, à l'efficacité de l'armée ukrainienne, mais aussi, j'imagine, quand même, à l'aide de l'OTAN, des Américains et des Européens. Bien sûr, je crois que l'aide qui a été apportée par les Américains, par l'OTAN, par l'Union européenne, qui vient décider elle-même de lever encore 9 milliards d'euros, ce qui est quand même considérable, même si on a critiqué l'Europe, je pense qu'elle a quand même fait pas mal de choses. Elle-même a fait sa propre révolution. Donc effectivement, on le doit à cet armement qui est envoyé aux Ukrainiens. Évidemment, la façon dont ces armements arrivent d'abord reste secret, c'est normal, puisque les Russes veulent bombarder tous les approvisionnements militaires. Donc on le doit effectivement à cet armement, cet approvisionnement, ce qui est considérable pour permettre aux Ukrainiens, vous l'avez dit, qui ont une capacité de résistance extraordinaire, de continuer la lutte, premièrement, mais aussi on le doit aux grandes faiblesses de l'armée russe, qui, on l'a bien vu, c'est le général Kuleba, qui est le chef des services, je crois, de renseignement ukrainien, qui a dit que ce n'étaient pas des soldats, c'était une horde d'hommes qu'on avait jetés sur place, qui étaient complètement désorganisés, qui ont pillé, ils n'avaient même pas de quoi manger, ils ne savaient même pas conduire des chars, certains. Ce sont des jeunes qui étaient issus des milieux défavorisés, et non pas ces jeunes des grandes académies militaires qu'on a vu défiler le 9 mai à Moscou, et qui donc eh bien, ne savaient pas ce qu'ils faisaient là, qui ont eu un permis de tuer, qui ont tué sans savoir ce qu'ils faisaient là, et de surcroît une armée complètement désorganisée, du matériel qui ne fonctionnait pas, de surcroît des officiers intermédiaires qui n'existaient pas, des généraux qui ont été tués. Donc il y a vraiment le moral qui est au plus bas, et ce mauvais moral, ce mauvais équipement de l'armée russe a largement contribué à ce que j'aimerais appeler l'échec définitif des Russes. Et pour cette raison, est-ce que Vladimir Poutine pourrait être tenté par une sorte de fuite en avant?
Alors, c'est le grand danger aujourd'hui. On voit bien que, eh bien, lorsque quelqu'un est acculé, qu'il voit bien qu'il n'y arrive pas, qu'il n'y parvient pas, eh bien, il pourrait effectivement, outre les bombes au phosphore qu'il a déjà utilisées sur Azovstal, il les utilise en plein jour, alors qu'on voit parfaitement. Vous savez que les bombes au phosphore peuvent être autorisées sous certaines conditions, mais lui, il les utilise vraiment à fond. On parle éventuellement, on avait parlé d'armement chimique. Pour l'instant, il n'y a pas encore de preuves, mais il pourrait éventuellement utiliser l'arme nucléaire tactique sur le terrain qui pourrait faire beaucoup de mal, effectivement. Et enfin, il pourrait relancer la conscription. Par exemple, ce matin même, la Douma vient de déposer un projet de loi qui vise à recruter des hommes supérieurs à 40 ans qui pourraient manipuler des armes, et pour les étrangers, ce qui veut dire pour les mercenaires au-delà de 30 ans, qui pourraient renforcer les effectifs, effectivement, dans le Donbass. À vous entendre, est-ce qu'Emmanuel Macron a toujours raison de garder le contact avec Vladimir Poutine? Alors moi, j'ai toujours pensé que le fait d'être une grande puissance, une puissance nucléaire, membre permanent du Conseil de sécurité, était important et donnait la possibilité au président de la République de continuer à entretenir un fil diplomatique avec le chef du Kremlin. C'est le rôle du président de la République. Je sais qu'il a été très critiqué, notamment par Volodymyr Zelensky lui-même, par d'autres premiers ministres précisément d'Estonie, qui a dit qu'il n'y a plus de raison d'entretenir un dialogue avec Vladimir Poutine. Je rappellerai quand même que Emmanuel Macron a dit que ce dialogue était important à condition qu'on respecte la souveraineté territoriale de l'Ukraine, ce que ne veut pas du tout Vladimir Poutine. Donc je crois que oui, mais il a bien compris que finalement il n'y avait rien à tirer de Vladimir Poutine, si j'ose dire, et que donc il fallait continuer non seulement la dissuasion, mais également l'approvisionnement militaire. C'est pourquoi il a annoncé également l'accroissement de l'approvisionnement en armes de l'Ukraine. Alors on connaît le début de cette histoire tragique, le 24 février, quand l'armée russe envahit l'Ukraine. On n'en connaît pas la fin. Le scénario paraît improbable. Comment l'écririez-vous? Qu'est-ce que vous voyez à terme? Court, moyen, long terme? Je crois que c'est une guerre au long cours, même si les autorités ukrainiennes ont dit qu'au mois d'août, il pourrait y avoir un revirement stratégique sur le terrain parce que l'armée russe est en mauvais état. Donc l'armée ukrainienne croit en la victoire, un revirement stratégique au mois d'août, éventuellement une victoire totale au mois de décembre. En tout cas, ce n'est pas avant la fin de l'année. Mais regardez, la guerre de Crimée, ça dure depuis 2014, de Donbass depuis 2014. Moi, je crois qu'on va avoir une guerre de position qui va encore durer longtemps. Merci beaucoup, Patrick Martin-Genier, pour ces explications et cette vision que vous avez de la situation en Ukraine et en Europe. Merci encore. Merci à vous. Dans les deux prochaines séquences, nous ferons un aller-retour entre les deux rives de la Méditerranée. Rive sud, Tunisie, où les femmes, des femmes, résistent avec courage à l'islamisme ambiant. Rive nord, France, Grenoble, où les femmes, des femmes, auront désormais le droit de se baigner en burkini dans les piscines municipales. Et cela par la volonté d'un homme, Éric Piolle, le maire de la ville, Laurence Goldman. Oui, ça s'est joué à très peu lundi dernier au conseil municipal de Grenoble. 29 voix contre 27. Une partie de la majorité municipale a même voté contre le texte. À l'issue d'un débat houleux, le règlement intérieur des piscines de la ville a finalement été modifié. À partir du 1er juin, le port du burkini y sera autorisé. Depuis lundi, l'opposition au maire écologiste tire à boulet rouge sur Éric Piolle, l'accusant de se comporter en Zemmour de gauche et de porter un coup sans précédent contre les femmes musulmanes qui n'ont rien demandé. Vous portez une responsabilité très grave, a lancé l'ancien maire de droite Alain Carignon. L'opposition municipale a immédiatement déposé un recours devant le tribunal administratif afin d'obtenir la suspension de la délibération. Et cette affaire est prise très au sérieux par les pouvoirs publics. Elle est désormais au cœur d'une polémique nationale. Oui, Gérald Darmanin qualifie d'inacceptable provocation communautaire cette autorisation du burkini. Le ministre de l'Intérieur a donné instruction au préfet de l'Isère de saisir le tribunal administratif afin de bloquer la mesure en vertu d'une disposition de la loi sur le séparatisme. Le président LR de la région Rhône-Alpes accuse Éric Piolle d'acter définitivement sa rupture avec la laïcité et les valeurs de notre République. Laurent Wauquiez qui a annoncé couper les subventions accordées par sa région à la ville de Grenoble. À gauche également, des critiques se font entendre. Fabien Roussel, le chef du Parti communiste, se dit contre le fait qu'une piscine, service public, favorise une revendication religieuse. Ça pollue la campagne, estime de son côté la sénatrice socialiste Laurence Rossignol. Rappelons que les partis communistes et socialistes sont unis au sein de la NUPS en vue des prochaines élections législatives, aux côtés de la France insoumise et des écologistes. Donc. Alors il faut dire, Laurence, qu'une association est à l'origine de cette décision sur les burkinis dans les piscines
de la ville et elle fait désormais l'objet d'une enquête ordonnée par le procureur. Alliance citoyenne, c'est le nom de cette association militante. Elle s'est fait connaître depuis 2019 en organisant plusieurs opérations coup de poing dans les piscines de Grenoble pour revendiquer le port du burkini. Le procureur de la ville a donc ouvert une enquête après le signalement de la préfecture sur l'existence possible de fichiers détenus par l'association, des fichiers nominatifs qui comporteraient des données à caractère personnel. Le journal Le Parisien précise qu'Alliance citoyenne aurait collecté des données sur les habitants de Grenoble, incluant des informations sur leurs origines ethniques ainsi que sur leurs convictions politiques et religieuses. Et puis, selon des informations de nos confrères d'Europe 1, le financement de l'association interroge également. Alliance citoyenne toucherait une subvention de plusieurs milliers d'euros de la mairie de Grenoble qui refuse d'en dévoiler le montant exact. L'année dernière, Gérald Darmanin avait demandé à la Commission européenne d'annuler sa subvention de 60 000 euros car selon le ministre de l'Intérieur, elle porte atteinte aux valeurs de la France, mais la requête n'a pas abouti. Merci Laurence. Bonjour Fatia Agag Boujalat. Bonjour Paul, je suis extrêmement contente de vous avoir, juste parce qu'en fait c'est avec vous que j'ai fait ma première télé il y a plus de 20 ans, dans une émission dont le titre était « L'islam est-il soluble dans la République ?» Oh là là, sur France 5. Vous portez une lourde responsabilité. Je suis très très heureux de vous accueillir de nouveau, cette fois sur RCJ. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes essayiste, enseignante, auteur de plusieurs ouvrages, je vais en citer 2, qui s'inscrivent dans l'esprit de notre échange aujourd'hui, Combattre le voilement aux éditions du CERF, et un ouvrage collectif, Laïcité, l'avenir ensemble. Voilà. Alors, d'abord votre réaction à cette mesure prise au nom de la liberté de la femme. C'est de la tartufferie, c'est du pur cynisme électoral. Quel était le besoin de faire adopter cette mesure en pleine campagne électorale, alors qu'il y a 5 ans, Éric Piolle disait qu'il voyait bien dans la revendication du burkini un faux-nez de l'entrisme islamiste. Voilà, il a fait ses calculs, il a vu le score de Mélenchon dans les quartiers, et puis c'est du pur cynisme. Et l'autre pendant, c'est David Racline, maire de Fréjus, qui maintenant communique sur le fait qu'il interdit, il va prendre un arrêté qui sera cassé par le Conseil d'État pour interdire le burkini sur la commune dans les piscines. Voilà, à tous les étages, dans tous les camps, racolage électoral. Et quand Éric Piolle dit mais je vais permettre aussi aux femmes de se baigner seins nus dans les piscines, toujours au nom de cette liberté. Déjà, cette équivalence de dire si une femme complètement couverte ou une femme à moitié nue, c'est pareil. C'est la même bêtise que de dire que le voile ressemble à un serre-tête ou que le voile correspond au talon aiguille. Ça, c'est un discours qu'on a déjà entendu, c'est complètement stupide. En plus, c'est complètement irréalisable. Les femmes sont déjà victimes de harcèlement et d'attouchement. Est-ce que vous avez déjà vu une femme se baigner les seins nus dans un bassin ? Ça prépare la deuxième étape où ils vont réclamer des créneaux spécifiques. Mais il y a déjà une femme voilée chez TMPP, chez Hanouna, qui a expliqué que non, c'était pas possible des femmes seins nus à cause des enfants. Voilà. Donc quand ils sont en train de cranter des revendications communautaristes qui serviront de base à de nouvelles exigences. Une question de Laurence ? Oui, Fatia Boujalat, vous êtes une militante pour l'émancipation des femmes d'origine musulmane. Est-ce que le burkini, au niveau de la symbolique, au niveau du sens, c'est la même chose que le voile islamique ? Écoutez, le voile islamique, qu'il soit rose, qu'il soit accompagné d'un tutu ou burkini, ça ne change pas de sens et ça a le même effet. Dans les deux cas, le corps de la femme est considéré comme un organe génital total. Dans les deux cas, on considère que la femme est le récipiendaire de l'honneur de la famille. Donc c'est à elle d'empêcher les hommes d'avoir de mauvaises pensées, c'est à elle d'être discrète. Et c'est toujours inscrire la femme dans la sainte trinité patriarcale. La femme doit être vierge, la femme doit être pudique et la femme doit être discrète. Le burkini, excusez-moi, s'inscrit complètement. Alors c'est de l'ingénierie textile. Vous avez vu Adidas ou Nike avec le hijab de sport. Le burkini a été créé par une nana non musulmane australienne. Et voilà, il y a un business parce que les musulmans ont un pouvoir d'achat. Donc il y a de plus en plus le capitalisme se marie extrêmement bien avec la radicalisation religieuse propre à l'islam. Alors, vous critiquez l'extrême gauche qui est à vos yeux complaisante, parfois même complice. Et d'ailleurs, il est surprenant de voir Jean-Luc Mélenchon, autrefois franc-maçon, que j'interviewais souvent à l'époque, devenu communautariste. Mais vous ne critiquez pas que l'extrême gauche. Vous dites aussi, et je vous cite,
Emmanuel Macron s'est tourné comme Mélenchon vers la Mecque pour obtenir des voix musulmanes. Pourquoi le dites-vous ? Exactement. Eh bien, vous aviez un président extrêmement anglo-saxon, multiculturaliste dans son approche des religions. Voilà, il n'y a rien de mieux qu'appartenir à des communautés religieuses qui revendiquent, qui ont des revendications politiques. Et puis, il y a eu le discours des Mureaux, et puis il y a eu la loi sur le séparatisme. Il a fallu quand même qu'un prof se fasse décapiter. On s'est dit, tiens, il a compris certaines choses. Il a expliqué que le voile ne correspondrait pas à nos standards de civilité et de conception de la dignité entre hommes et femmes. Et le même type, de manière, il était un peu hystérique, croise une femme et lui dit « Ah voilà, c'est merveilleux, vous êtes voilée et féministe ». Cette femme n'était pas allée le voir pour rien, voilà, elle était justement là pour qu'il envoie les bons signaux à la bonne communauté. Tout ce qu'on obtient, c'est qu'on flatte les instincts les moins qui correspondent le moins à l'intérêt général des gens. On ne va pas leur proposer le travail, la formation, la réussite, l'ascension sociale. Non, on va leur dire, ben voilà, mosquée. On va répondre mosquée. Et du coup... On va répondre Palestine vaincra. On va répondre islamophobie. Mais par contre, dans les beaux quartiers, et c'est le cas de ma circonscription ici, on va parler droit LGBT. Voilà. On ne parlera pas droit LGBT dans les quartiers. Et pour le coup, on les voit toujours en musulmanes ou en musulmans et pas en citoyens. Et c'est le paradoxe. Ben, ça, je l'ai vu en tant que prof qui a 18 ans de carrière. Quand vous vous adressez aux gens en tant que citoyens, ils vous répondent en tant que citoyens. Moi, les parents, même les barbus, même les femmes voilées ne m'ont jamais fait la moindre remarque sur la religion. Parce qu'ils savent que je me bats pour que leurs gosses puissent réussir le mieux dans un monde ultra compétitif et ultra sélectif. Qu'est-ce que fait la France insoumise ? Ben, pour flatter par communautarisme, elle encourage la retraditionnalisation et la folklorisation. C'est pire que le McDo maintenant, ce qu'ils font. Le McDo, c'était « venez comme vous êtes ». Ben, la France insoumise leur dit « restez comme vous êtes et même soyez encore plus ». Voilà, soyez que Fethi Ben Slama appelait ça le complexe du surmusulman. Voilà, il faut qu'on soit de plus en plus rigoriste, il faut que ce soit de plus en plus ostentatoire pour être authentique. Ben moi, je me bats comme ça, et je me bats comme ça. D'ailleurs, je suis candidate dans cette circonscription 4e face à la France insoumise parce que je veux défendre ce qui a permis à des enfants d'immigrés comme moi d'être émancipés. Laurence, Oui, Fathia Boujalat. Elisabeth Borne, qui est un exemple de la méritocratie républicaine, était hier au Mureaux. Elle s'est adressée une nouvelle fois à une petite fille. Est-ce que vous pensez que ce genre de message, vous qui connaissez bien les quartiers populaires, puisse être entendu, puisse atteindre les petites filles et les grandes filles de ces quartiers ? Ben, écoutez, c'est pas pour rien qu'elle est allée au Mureaux, c'est pas pour rien qu'elle s'est adressée à certaines populations. Là encore, on est dans le processus électoral de drague communautaire. Ce qui est sûr, c'est qu'on a encore beaucoup de retard d'autocensure des filles dans les trajectoires scolaires et professionnelles. Et ça vient d'elles-mêmes qui sont inhibées, ça vient aussi des parents. Parce qu'au bout d'un moment, quand vous voulez vous en sortir, il faut être mobile. La mobilité, c'est un capital social aussi important que le capital culturel. Et contre les gens qui veulent vous assigner à résidence, ben, il faut cette mobilité. Il y a beaucoup de parents qui refusent que leurs filles continuent leurs études ailleurs. Voilà. Donc il faut avoir un travail par rapport à ces petites filles, mais il faut aussi leur tenir ce discours-là, c'est que ce n'est pas à la société patriarcale et ce n'est pas aux hommes de dire si ce sont des filles dignes ou pas. Et c'est ce que dit le voile. Donc moi, je suis pour interdire le voile pour les petites filles parce que c'est ce qu'appelait la commission Jacques Barrot, une exigence éducative disproportionnée. Il faut protéger les enfants du prosélytisme de leurs parents. C'est le rôle de l'école. Et je trouverais Elisabeth Borne plus crédible le jour où elle défendra l'école publique qu'on n'a pas arrêté de rabaisser par rapport aux écoles privées qui sont en pleine explosion. Alors, une dernière question. Vous avez enseigné l'histoire et la géographie pendant 17 ans et vous n'avez pas fait votre rentrée en 2021. Comment vivez-vous cette situation ? Alors, je n'ai pas fait ma rentrée parce que j'ai obtenu un congé formation. Mais pour être très honnête avec vous, j'ai eu un congé formation, notamment pour quitter ce collège qui était devenu toxique par le fait de 4 profs activistes de la France insoumise qui font de la propagande pro-Méluche en cours et à qui j'avais dit ce que je pensais. Donc ils ont fait feu de tout bois, m'accusant après Samuel Paty d'abord de racisme, après de mettre en danger le collège. Ceux qui avaient célébré Paty me sommaient moi de me taire et de ne pas parler de ce qui se passe dans les écoles. Donc j'ai fait un congé formation, j'ai passé le concours pour être chef d'établissement, je l'ai réussi. Je suis pas sûre de vouloir le devenir parce que j'aime beaucoup enseigner, j'aime beaucoup mes élèves.
Et puis surtout, il faut leur montrer d'autres modèles. Il ne faut pas basculer dans la démagogie. Je vois certains profs, surtout gauchistes, et je leur en veux énormément dans certaines écoles du Mirail, qui, en fait, restent dans ces écoles-là parce qu'ils ont l'impression d'être des missionnaires au Congo au 19e siècle, d'être des sauveurs. Et en fait, ils ne donnent pas la même chance à ces enfants qu'à leurs propres enfants ou qu'aux enfants de centre-ville. Merci beaucoup, Fathia Agad Boujalad, pour la clarté de votre propos et pour votre courage. Longue route. Et à bientôt sur RCJ. À retrouver dans quelques instants en direct de Tunisie, Rudy Saada, qui a couvert pour RCJ le pèlerinage juif à Djerba, dans la plus ancienne synagogue d'Afrique. Pèlerinage sous haute surveillance, l'attentat de 2002 est encore dans les mémoires, mais l'appréhension et l'inquiétude sont vite dissipées, tant l'accueil était chaleureux. Le folklore et la foi. Après 2 ans d'interruption pour cause de crise sanitaire, le pèlerinage de l'Agriba a fait son retour cette semaine. Au 33e jour de la période du Homer, les Juifs de Djerba et du monde entier convergent vers cette synagogue vieille de plus de 2000 ans. La légende raconte qu'elle aurait été construite avec des pierres ramenées du premier temple de Jérusalem. Jean-Marcel Nataf, président du Centre français du judaïsme tunisien. C'est quelque chose qui est lié à la croyance religieuse, c'est une fête traditionnelle, c'est l'Agba Omer, les gens qui allument des bougies, on voit les hommes qui lisent des télim, les femmes également. Donc il y a une grande spiritualité, un attachement important à cette fête. Pour eux, c'est un lieu qui est saint. Une fois les contrôles de sécurité drastiques passés, les pèlerins pénètrent dans ce lieu de prière pour y faire un vœu. On y allume des bougies, on énonce des souhaits, la ferveur est palpable. Gabrielle vit à Paris, elle est venue avec sa fille et ses petites filles. Sandra Tsipora, mais Sarah Myriam pour avoir des enfants. On sent qu'il y a quelque chose. Je ne pourrais pas vous raconter l'histoire parce que chacun me raconte une histoire, mais totalement différente l'un de l'autre. Je sais pas. Sa petite fille Tsipora écrit des vœux sur un œuf, symbole de fertilité et de vie. C'est une première pour moi, c'est fort pour moi d'être avec ma famille, de vivre ce que les anciens ont pu vivre et d'être là aujourd'hui après avoir entendu beaucoup de témoignages. Donc oui, c'est quelque chose de fort. Marcel, 75 ans, vient de Marseille. Mais c'est trop émouvant. C'est des souvenirs, ça me rend un peu nostalgique, C'est vrai, c'est émouvant. Franchement, c'est émouvant. Je ne connaissais pas l'histoire de la grotte, les œufs, la grotte, l'eau bénite. Bien que je ne sois pas très pratiquante, c'est très émouvant. Difficile de se frayer un chemin pour Moshe. Ce jeune trentenaire salue presque tout le monde ici. Il est un pilier de la vie juive djerbienne. Quand on lui parle de l'ambiguïté du gouvernement tunisien sur la question d'Israël, il préfère souligner le positif. Un pèlerinage religieux juif dans le monde arabe, ça interpelle beaucoup plus. Donc je pense qu'au contraire, la Tunisie et nous aussi, on a tout intérêt à le mettre en valeur et que ça se passe bien. Je ne pense pas qu'il y a une chaîne, à vrai dire. À quelques mètres de la synagogue, un orchestre joue dans le patio. L'ambiance est festive et les personnalités nombreuses. L'ambassadrice des États-Unis, la première ministre tunisienne font notamment partie de la foule. L'imam de Drancy, Hassen Chalgoumi d'origine tunisienne, prend la parole à la tribune. Tout ça, il faut le dire, c'est un moment fort. C'est un moment où nous sommes tous ensemble, de le montrer un exemple qu'on peut vivre ensemble, qu'on peut vivre au foyer. On vive tous frères et sœurs. ربي يخليكم تحيا تونس تحيا تونس تحيا تونس vive la Tunisie. L'Agriba, avant tout une histoire de symbole. L'imam allume une bougie aux côtés de Moshe Levin, vice-président du Conseil des rabbins européens. Je l'ai dit, je le répète, il y a de l'espoir dans l'humanité. C'est pas la guerre qui règle, c'est pas la haine, non. C'est la paix, la fraternité, l'amour, le respect des autres. Toute confusion, ils existent là. Ils sont là pour partager un moment joyeux, un moment fraternel, spirituel aussi. Se sentir, respecter les autres, c'est ça qu'on a besoin. On dit ici que le pèlerinage à l'Agriba donne le ton de la saison touristique. Après 2 ans de crise sanitaire, cette édition 2022 est un succès. Même si on est loin des 9000 pèlerins de 2009, l'essentiel est ailleurs. Quelles que soient les motivations, la Tunisie a célébré son héritage juif, même si personne ici n'ose parler d'avenir. Et là, on vous retrouve en direct de Djerba, Rudy, bonjour. Bonjour Paul, bonjour à toutes, bonjour à tous. Voilà, et toute l'équipe vous dit aussi bonjour. On voit bien à travers votre reportage, on a retrouvé les traditions d'accueil, de tolérance des Tunisiens. Oui, je peux en témoigner. L'accueil a été très chaleureux de la part de la population djerbienne lors de cette semaine de pèlerinage.
partage. Alors il y avait le plaisir de se retrouver donc après 2 ans de pandémie. Puis je dois dire vraiment que tout le monde a joué le jeu. Tout d'abord les pèlerins eux-mêmes qui étaient très enthousiastes. Alors le ministère tunisien donc du tourisme a annoncé 3000 pèlerins lors de la conférence de presse en début de semaine, et il y en a eu entre 3500 et 4000 venus de France, mais aussi beaucoup d'Israël. Et puis jouer le jeu aussi au niveau de la sécurité. Elle était extrêmement présente, hein, checkpoint dans la ville, passage au scanner de tous les sacs, des hommes en armes extrêmement visibles. Bon, tout a été fait pour que tout se déroule dans les meilleures conditions, et finalement ça a été le cas. Et on aurait tort de réduire cet événement au seul tourisme religieux. La présence de nombreuses personnalités, qu'on a entendues d'ailleurs dans votre reportage, démontre qu'il y a une vraie volonté d'ouverture politique pour le coup. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que la Tunisie a mis les petits plats dans les grands pour ce qu'ils appellent le coming back de la Griba. Il y avait 50 journalistes de 14 nationalités différentes. La première ministre Najla Bouden était à Djerba mercredi. Elle a prononcé un discours. Il faut quand même rappeler un chiffre important. Le tourisme en Tunisie, selon les années, évidemment, pandémie ou pas, ça représente de 9 à 14% du PIB. À titre de comparaison, c'est 5% en France. Donc c'est extrêmement important ici. Et toute la classe politique tunisienne était mobilisée. Alors, le paradoxe, c'est qu'on voit bien cet accueil de la communauté juive nostalgique de ces années tunisiennes, et vous en êtes, mais une attitude plus qu'hostile à l'égard d'Israël. Alors oui, c'est vrai qu'il y a ici une tradition de solidarité avec la cause palestinienne. Hein. On se souvient, il y a 40 ans, l'installation à Tunis de l'OLP, de Yasser Arafat, qui était tout juste évacué de Beyrouth. Donc il y a clairement ici une gêne entre, d'un côté, la volonté donc de célébrer l'héritage juif du pays, de le mettre en avant et d'en faire un attrait touristique, mais aussi une position qui est très dure, hein, pour ne pas dire plus, envers Israël. Le paradoxe tient dans cette phrase du président tunisien qu'il a pu prononcer chez nos confrères de France 24, c'était il y a tout juste un an, je le cite, nous n'avons aucun problème avec les Juifs de Tunisie, ils étaient protégés en tant que citoyens et ils avaient les mêmes droits que tous les citoyens tunisiens, mais là je parle du sionisme qui veut, je cite, exterminer le peuple palestinien. Donc la Tunisie n'est pas prête de suivre l'exemple du Maroc et des États du Golfe dans cette politique de rapprochement assez spectaculaire avec Israël. Non, on en est très très loin, Paul. D'ailleurs, dans ce même entretien de France 24, il y a un an, le nouveau président, donc Kais Saied, déclarait que la normalisation avec Israël était une trahison et qu'il a même milité aussi pour criminaliser cette normalisation. Il dit qu'il n'aime pas ce mot d'ailleurs. Voilà. Après, je pense que dans la société tunisienne, dans la politique tunisienne, notamment maintenant avec ce gouvernement, la solidarité, le thème palestinien agit comme un ciment. Alors, un mot sur la société tunisienne, justement. On a consacré une longue séquence à une décision prise ici en France, et vous en aviez parlé d'ailleurs avec Margot Siffer dans vos journaux, prise par le maire de Grenoble, autorisant les femmes à se baigner en burkini. Et alors qu'en Tunisie, pays musulman par définition, les femmes mènent un combat très courageux contre l'islamisme. On était presque à front renversé. Oui, alors j'ai discuté avec pas mal de Tunisiens. Déjà, je les ai vus, alors hommes ou femmes, très attachés à leur mode de vie, à leur liberté. Alors, il faut dire qu'il y a une poussée religieuse après la révolution du jasmin, c'est ce qu'ils m'ont dit. Mais par contre, les valeurs tunisiennes sont bien là, elles sont ancrées. C'est un pays où il y a beaucoup plus de liberté que dans certains pays musulmans. Et d'ailleurs, on me racontait l'anecdote de ces Libyens qui traversent la frontière à 130 km d'ici pour venir boire de la bière à Djerba. Quant aux femmes tunisiennes, eh bien, elles sont toujours aussi émancipées, elles sont toujours aussi libres. On a croisé beaucoup de femmes policières, des journalistes, des diplomates, et ça c'est effectivement une particularité très forte, la place de la femme dans la société tunisienne, et ça n'a pas bougé avec cette révolution de Jasmin. Merci beaucoup Rudy Saada et bon retour à Paris. Vous serez aux manettes. Juste comme c'est la première émission de la saison, je vous coupe 10 secondes pour vous remercier de toutes ces émissions et dire que c'est un vrai plaisir de vous avoir avec nous sur RCJ. Je pense que l'équipe autour de la table en dira autant. Voilà. Et vous me surprenez. Merci beaucoup. Mais non. C'est à vous que doivent aller les applaudissements. Allons. Et puis, j'ai pas terminé l'émission. Alors, cessez d'applaudir. Voilà. Alors, la dernière séquence avec notre jeune amie et dessinatrice de talent, Grimpe. Allez-y. Décrivez. Elles m'ont perturbé. Décrivez le dessin que j'essaie de retrouver sur WhatsApp, évidemment. Allez-y, Grimpe. Bonjour. Oui, bonjour.
On reste un peu sur le même sujet, mais alors adapté à la variété française. Voilà, aujourd'hui, on parle musique et on parle variété française, mais réadaptée par nos hommes politiques. Et aujourd'hui, c'est Éric Piolle, donc le maire de Grenoble, qui réinterprète Renaud à sa manière avec son nouveau titre Grenoble-Kaboul. Voilà. Donc, bien sûr, en référence à ce dont vous parliez tout à l'heure. Et c'est fou, j'ai dit front renversé tout à l'heure en parlant de la Tunisie. Je pourrais le dire justement en m'appuyant sur votre dessin, Graham. J'ai vu un excellent reportage sur France 2 hier, où l'on voit des femmes de Kaboul, justement, puisque vous citez Kaboul, résister aux talibans et ne refuser de porter le voile. Alors qu'à Grenoble, on fait le contraire. Voilà, c'est ça. Donc, c'est plus Manhattan-Kaboul, c'est Grenoble-Kaboul, grâce au maire de Grenoble, Éric Piolle. Voilà. Et vous parlez comme Fatia Agag-Boujalat, jeune Graham. En tout cas, merci beaucoup pour ce dessin. Vous pouvez évidemment le voir sur tous les réseaux sociaux et évidemment sur le site de RCJ. Avant de vous quitter, simplement, je voudrais rendre hommage à la mémoire de Françoise Rudetsky, que j'ai très souvent interviewée et que je connaissais bien, femme remarquable, victime d'un attentat le 23 décembre 1983 au restaurant Le Grand Véfour, où elle fêtait avec son mari les 10 ans de leur mariage. Elle avait alors décidé, après cet attentat, malgré la douleur physique et psychologique, de dédier sa vie aux victimes d'attentats. Elle avait créé SOS Attentat, première association de défense des victimes du terrorisme, et obtenu la création d'un fonds de garantie pour les victimes. Françoise Rudetsky est décédée dans la nuit de mardi à mercredi. Elle avait 73 ans et on voudrait tout simplement la saluer et dire notre affection à toute la famille de Françoise au nom de RCJ. Voilà, cette émission est terminée. J'ai pris plaisir, comme a dit Rudy, à la présenter. Et c'est moi, qui vais applaudir tout simplement. Je suis seul, oui. L'émission, l'équipe, la jeune équipe dirigée par Sandrine Seban. Et vite, me dit Thomas. Alors non, vite. Donc, je voudrais simplement dire que vous retrouverez la jeune équipe aux commandes, dirigée par Sandrine Seban et Rudy Saada, qui vous donnera l'info sur RCJ tous les jours. Voilà, cher régisseur, il est 13h précisément. Au revoir.